Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc on va rester sur la problématique retraite. Je suis Patrick Aubert et je vais vous présenter avec Malice Pedrono un travail conjoint également avec Maxime Thau et Théodore Togev sur cette convention comptable pour les retraites des fonctionnaires d'État. Alors bien évidemment, il ne faut pas s'arrêter au titre, j'espère que ce n'est pas ça qui fait partir tout le monde, il ne faut pas s'arrêter au titre en apparence très austère et très méthodologique de ce chapitre, puisqu'en fait, elle renvoie à une problématique qui en fait a été très vive et très visible dans le débat public français récent. Je pense que la plupart, vous avez tous en tête une polémique dont on a beaucoup parlé en début d'année sur la façon de comptabiliser le besoin de financement du système de retraite, avec cette polémique, cette critique sur le fait qu'il y aurait un déficit des retraites qui aurait été caché aux Français. Alors, cette polémique, elle existait depuis un certain temps. Elle a reçu un écho médiatique particulier cette année parce que le nouveau Premier ministre, François Bayrou, lors de sa présentation de politique générale, a cité un chiffre de besoin de financement du système de retraite de 55 milliards qui a étonné un certain nombre de personnes parce qu'il était beaucoup plus creusé que les chiffres que tout le monde avait en tête dans les documents de référence du Conseil d'orientation des retraites. Et en quoi cette polémique est en lien avec notre thématique d'aujourd'hui? C'est en fait si on essaye de comprendre l'écart, si on regarde les calculs que font les uns et les autres pour aboutir à des chiffres aussi différents, on se rend compte que la grande partie, voire la quasi-totalité de l'écart, tient à la façon de comptabiliser les ressources du régime des fonctionnaires d'État. Alors cette comptabilisation, quelle est-elle? Une spécificité du régime des fonctionnaires d'État, c'est que, contrairement aux autres régimes de retraite, en fait, il n'y a pas une caisse de retraite séparée de ces fonctionnaires. Le régime, il est intégré au budget de l'État, c'est l'État qui paye les pensions, donc on pourrait avoir peur que tout soit noyé dans le grand budget de l'État ou qu'on ne voit rien. La manière de résoudre ça, ce qu'on a fait depuis le début des années 2000, c'est de créer ce qu'on appelle un compte d'affectation spéciale, c'est-à-dire une sorte de sous-budget au sein du budget de l'État qui permet d'isoler la comptabilité du système de retraite et donc de faire apparaître les dépenses, mais également les ressources affectées au paiement des retraites des fonctionnaires d'État. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'en faisant ça, finalement, on touche à quelque chose qui n'est pas propre au système de retraite. Ce compte d'affectation spéciale, il ne va pas uniquement changer la vision qu'on a des dépenses et des ressources de retraite, puisqu'on isole les ressources du système de retraite de l'État, on isole aussi la cotisation de retraite des fonctionnaires. Et donc, partout où on comptabilise un coût salarial des fonctionnaires, leur rémunération à la fois présente et différée, on va dépendre des choix qu'on a fait dans ce compte d'affectation spéciale. Donc en fait, derrière cette thématique un peu austère de convention comptable, il y a quelque chose qui va être bien sûr très important pour le système de retraite, mais également très importante pour la quasi-totalité des finances publiques. Alors le principe du compte d'affectation spéciale pension, c'est que ce compte doit être à l'équilibre. Il faut qu'il y ait des ressources qui couvrent les dépenses de retraite de fonctionnaires d'État. Et l'équilibre se fait en ajustant le taux de cotisation, c'est-à-dire qu'on augmente le taux de cotisation de l'employeur jusqu'au niveau qui est nécessaire pour payer toutes les retraites. Et si on fait le calcul, on aboutit à des taux de cotisation qui sont de l'ordre de 78% pour les fonctionnaires civils et même de 126% pour les militaires. Donc des taux qui sont très élevés et qui sont en gros la source de la polémique, parce que ces valeurs très élevées, on fait dire à certains que c'est pas crédible, on peut pas dire qu'il y a une cotisation aussi élevée, donc c'est pas ça qu'il faut considérer, et donc en fait il y a un déficit caché. Au-delà de la polémique, en fait, ce qu'il est important de comprendre, c'est que finalement la critique, elle porte pas sur la réalité des ressources. In fine, les retraites des fonctionnaires sont bien payées, l'argent est mis parce qu'à un moment donné, on n'a pas arrêté de financer les retraites des fonctionnaires. En fait, la critique, elle est plutôt sur la légitimité de ces ressources, parce que le raisonnement qui va derrière, c'est de se dire, très bien, parfois on est obligé par des mécanismes d'équilibrer les comptes pour pouvoir payer les retraites. Si on se dit que ça, c'est des ressources qui vont, finalement, il n'y a jamais de déficit, donc finalement, les retraites sont toujours payées, donc il n'y a pas de problème. Allons-y. Donc en fait, le raisonnement qui est fait, c'est de dire on va pas comptabiliser toutes les ressources. Il y a certaines ressources qui sont légitimes, qui ont été choisies, qui ont été allouées au système de retraite. En revanche, il y en a d'autres qui sont uniquement convoquées pour équilibrer le système de retraite. Et ces ressources, il faut peut-être pas les comptabiliser, les mettre à part et donc les voir comme un déficit. Donc cette question de légitimité, en fait, elle confine nos politiques. Donc ça dépasse un peu ce que dirait un économiste, mais la question qu'elle soulève, en fait, c'est la question de la nature et de la justification des ressources, puisque avant de savoir si, en tout cas, ce n'est pas nous qui allons dire si elles sont légitimes ou non, mais on peut, la question que ça pose, c'est savoir qu'est-ce qu'elles recouvrent, qu'est-ce qu'elles sont semblées financer. En particulier, est-ce qu'il s'agit vraiment de cotisations en totalité, ou est-ce qu'il y a une partie qui sont des cotisations et une partie qui sont autre chose? Et si c'est autre chose, quoi et pour quel montant? Donc en fait, c'est l'exercice qu'on a fait aujourd'hui, essayer de donner un cadre comptable pour le régime des fonctionnaires d'État qui essaye de clarifier le rôle de ces différentes composantes des ressources,
Et puis une fois qu'on l'a fait, c'est de voir quelles sont les conséquences sur l'ensemble du cadre budgétaire français. Alors, avant de se poser la question de qu'est-ce qui pose problème, quand même rappeler pourquoi on fait ça, parce que c'est pas totalement absurde de faire les choix qui sont faits dans le casse pension. Finalement, en fait, ce choix, il dérive tout simplement du fait qu'on est dans un régime par répartition. Le principe de la répartition, c'est que c'est les cotisants du moment qui financent les retraités du moment. Donc, à un moment donné, il faut que la masse des cotisations soit égale à la masse des retraites. Donc, il y a différentes manières d'ajuster, mais une manière de l'ajuster, c'est d'augmenter les cotisations au niveau qu'il faut. Et finalement, en faisant le casse-pension, on ne fait rien d'autre que mettre en œuvre la définition même d'une retraite par répartition. Pourquoi c'est un peu plus compliqué que ça ? Il y a deux choses. La première, c'est que la répartition, ça se fait quand même pas n'importe comment. Pour pouvoir financer les retraites du moment avec les cotisants du moment, il faut qu'on soit pas trop déséquilibré entre les deux. Il faut qu'il y ait un nombre de cotisants qui soit commensurable avec le nombre de retraités. Donc un financement par répartition, ça marche bien quand on est sur une population dans son ensemble. Ça marche bien si on a un régime universel parce que globalement, on est sur l'ensemble de la population, on a un nombre de seniors qui est comparable ou qui en tout cas est proche du nombre de personnes en âge de travailler, et s'il y a des évolutions, elles sont suffisamment lentes pour qu'on puisse s'adapter. En revanche, ça marche beaucoup moins bien pour des logiques sectorielles parce que les secteurs d'activité peuvent avoir des évolutions d'effectifs qui sont très rapides. Le cas le plus marquant, ce serait si on raisonne par exemple pour l'agriculture. Il y a une 50 ou soixantaine d'années, on avait une agriculture qui était encore assez large. On avait plus d'un actif sur 5 qui travaillait dans le secteur agricole. Aujourd'hui, il y a encore des agriculteurs, mais c'est très résiduel. Si on devait financer le régime agricole en répartition pure, sans aucune information de l'extérieur, il y aurait sans doute plus du tout, ou des pensions des agriculteurs minuscules. Donc en fait, il y a une sorte d'incompatibilité de fond entre le principe de la répartition et un principe de segmentation sectorielle avec des secteurs d'activité qui peuvent avoir des démographies très différentes. Et le seul moyen de concilier ces deux grands aspects qui sont deux choix historiques du système français, c'est-à-dire de répartition et d'avoir conservé des régimes ventilés sans une ventilation sectorielle, c'est d'une certaine manière de neutraliser, de ramener chaque secteur d'activité, chaque régime à la démographie moyenne pour en gros neutraliser les déséquilibres très forts qui peuvent avoir lieu d'un secteur à l'autre. Et donc de mettre en place des transferts entre les régimes qui ont une démographie plus favorable et les régimes qui ont une démographie moins favorable. Pourquoi c'est important pour les régimes des fonctionnaires d'État ? Parce que justement, le régime des fonctionnaires d'État, c'est un régime qui a une démographie bien moins favorable que la moyenne. Pourquoi ? Suite à un ensemble de choix, donc des choix de décentralisation en confiant aux collectivités territoriales des missions qui avant étaient faites par l'État, des choix de privatisation de certains services publics comme la Poste ou France Télécom devenue Orange, des choix d'augmenter l'emploi avec un statut de contractuel plutôt qu'avec un statut de fonctionnaire. Et tous ces choix, ils ont fait que petit à petit, en fait, on supprimait des cotisants parce que les missions étaient assurées par des personnes qui cotisaient un autre régime, donc soit celui des fonctionnaires territoriaux, soit le régime général. Mais dans le même temps, on conservait encore tous les retraités anciens fonctionnaires d'État. Donc il y a une longue période pendant laquelle on se retrouve avec ce déséquilibre. Si on fait le calcul, on se rend compte qu'il y a quasiment 37%, en gros, si le régime des fonctionnaires d'État avait le même ratio démographique, c'est-à-dire le même ratio entre cotisants et retraités que l'ensemble du système de retraite français, en fait, il y aurait 37% de retraités en moins dans le régime. Et si on essaye d'exprimer ces 37% en termes de masse de dépenses, en gros, il y aurait 18 milliards d'euros qui sont imputables à un déséquilibre démographique du régime et donc qui, si on avait bien mis en place, pour concilier la segmentation sectorielle à la répartition, devraient être couverts par des transferts de neutralisation démographique. Et là où est le problème, c'est alors il existe bien une compensation démographique en France, mais elle n'existe qu'entre les régimes de base, et ce qui a été montré par tout un tas de rapports, dont le dernier en date, un rapport de 2024 de la Cour des comptes, c'est que le mécanisme actuel de compensation démographique, il est très en deçà de ce que sont la réalité des écarts démographiques. Juste pour citer, dans le rapport de la Cour des comptes, le calcul qui était fait, il montrait que le régime des fonctionnaires d'État en 2021 avait reçu 500 millions d'euros, alors qu'un calcul correct leur aurait donné en gros 10 milliards de plus. Donc ça, c'est vrai pour les régimes de base. Vous avez aussi un étage de régime complémentaire que le régime des fonctionnaires d'État couvre, puisqu'il a son rôle un peu de régime intégré, c'est-à-dire de base et complémentaire. Et là, il n'y a aucune compensation démographique. Donc il y a toute une partie de compensation démographique
de déséquilibre démographique non compensé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Finalement, c'est-à-dire que l'État va payer ce déséquilibre démographique alors même qu'il aurait été en droit, par rapport à cette logique, de mettre en place, en tout cas de demander au régime, dans la démographie était excédentaire, de payer les choses. Donc il y a sur le fond une sorte de subvention implicite de l'État aux régimes qui ont une démographie meilleure que la moyenne, par le fait de ne pas leur demander de payer des transferts de compensation qui seraient légitimes pour un cas de par répartition. La deuxième chose, elle est plutôt sur le champ. En fait, le régime des fonctionnaires d'État, il a un champ assez large. Finalement, il dépasse ce qu'est la retraite à proprement parler. Donc, il y a plusieurs choses, mais il y a en particulier un certain nombre d'anticipations du départ à la retraite qui sont spécifiques à certains métiers, donc qui finalement rentrent davantage dans une logique de pré-retraite professionnelle que de retraite proprement parler. Donc c'est notamment des métiers liés aux missions régaliennes, en premier lieu les militaires, mais également les policiers, les gardiens de prison et quelques professions qui bénéficient d'un cadre de départ anticipé. Donc la question, c'est pas de juger la légitimité de ces anticipations, mais simplement la logique serait que le financement de ces droits spécifiques à certains métiers soit apporté par les ministères qui portent ces métiers. Si on se dit par exemple, si dans le cadre de l'effort de défense, on embauche plein de militaires qui dans 30 ans seront des retraités en plus, ça peut être très bien d'embaucher des militaires, mais ça aurait peu de sens dans 30 ans de dire, en fait, on dépense plein d'argent pour l'éducation nationale parce qu'on aurait mis sur la tête des enseignants dans 30 ans le financement des retraites. Donc là aussi, il y a quelque chose qui fait partie des dépenses, mais qui n'aurait pas vocation à être payé par une cotisation, en tout cas uniformément répartie par l'ensemble des fonctionnaires. Donc si on applique tout ça, qu'est-ce que ça donne? Donc là, je vous ai rappelé le compte du régime des fonctionnaires d'État tel qu'il apparaît dans les publications de la sécurité sociale. Donc côté dépenses, essentiellement des pensions de retraite que vous avez en bleu, côté cotisation, produit en quasi-totalité des cotisations, donc salariales, des cotisations patronales des autres employeurs de fonctionnaires d'État, et surtout ce gros morceau d'environ 40 milliards de contributions de l'État en tant qu'employeur principal de fonctionnaires. Qu'est-ce qui se passe dans le compte corrigé? Donc côté dépenses, il n'y a pas grand-chose, on a toujours essentiellement des pensions de retraite. Par contre, c'est du côté des produits que les choses changent, puisque d'abord, il y a cette part de déséquilibre démographique qui n'est pas compensée parce que l'État n'a pas mis en place des transferts à la hauteur de ce qu'il faudrait, donc qui doivent être couverts par quelqu'un et donc couverts par l'État sous la forme d'un transfert agrégé, donc 18 milliards d'euros. Un ensemble de droits, notamment de départ anticipé pour certaines professions, certaines missions régaliennes qui auraient plutôt vocation à être financées par les ministères qui les emploient. Et c'est seulement après, donc une fois qu'on a isoler ces financements spécifiques, en fait, qu'on peut revenir dans la logique du casse-pension, qui est une logique d'équilibrer les dépenses avec les cotisations, mais seulement les dépenses déflatées de ce qui devait être isolé par ailleurs. Et donc, on a, pour ce qui reste, une couverture par les cotisations. Donc, les cotisations salariales sont les mêmes parce qu'on a conservé le même taux. En revanche, les cotisations des employeurs apparaissent beaucoup plus basses parce que, du coup, les dépenses corrigées sont moins élevées. Et donc, au lieu d'avoir 40,9 plus 7 milliards d'euros dans la présentation actuelle de la sécurité sociale, on n'aurait que 22,2 milliards qui seraient, à proprement parler, une cotisation d'équilibre employeur des employeurs de fonctionnaires d'État. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à la ministre pour les conséquences, mais si on exprime ces 22 milliards sous la forme d'un taux de cotisation, en fait, le taux de cotisation des employeurs de fonctionnaires d'État, tout type de fonctionnaires, donc militaires et civils confondus, il n'est pas de 78 ou 126% comme ça affiche aujourd'hui, mais plutôt de l'ordre de 34,7% en 2020, qui est l'année qu'on a retenue pour le chiffrage. Et ça a plein de conséquences que je vais laisser Maëlys vous présenter. Merci. Du coup, comme l'a dit Patrick, ce nouveau taux, il va avoir d'importantes conséquences qui vont au-delà du système de retraite. Par exemple, il va avoir comme effet de conduire à réévaluer le coût d'un fonctionnaire d'État, puisque ce coût d'un fonctionnaire d'État, il comprend le total de cotisations employeurs qui est versé. Et donc, avec le casse-pension actuel, l'ensemble des dépenses de retraite, elles sont réparties uniformément sur tous les fonctionnaires. Et suite à la modification que nous proposons, quand on applique le nouveau taux de 34,7% à la rémunération moyenne d'un fonctionnaire en 2024,
on obtient un total de cotisation employeur qui est de 829 € au lieu de 1775 €, ce qui représente une baisse du coût moyen d'un fonctionnaire de 946 €, ce qui est une baisse significative et qui va avoir son importance lors des débats budgétaires et notamment sur les décisions d'embauche de nouveaux fonctionnaires. Ensuite, ce changement de coût d'un fonctionnaire, ça va avoir des effets différenciés selon le domaine d'intervention de l'État et notamment, ça va avoir un effet sur le budget qui est consacré à différents ministères. Donc, c'est ce que nous représentons ici sur ce graphique. Donc ici, ce qu'on représente, c'est le budget de l'État pour 2023 qui est consacré à différents ministères. Donc c'est ce qui correspond aux barres en bleu. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que l'un des postes importants de dépenses, c'est l'éducation nationale, qui représente 81,3 milliards d'euros en 2023. Pour calculer le budget corrigé par ministère, nous procédons en 2 étapes. Donc d'abord, nous enlevons le montant total de contribution employeur qui est requalifié comme un transfert au budget des différents ministères. Et donc ça va avoir un effet d'autant plus important que le ministère consacre une part importante de son budget à des dépenses de fonctionnaires. Ensuite, nous ajoutons les dépenses des régimes professionnels qui sont liées à des métiers spécifiques qu'on peut facilement rattacher à des ministères. Donc c'est notamment le cas pour les ministères chargés des missions régaliennes, donc le ministère de la Défense surtout, et dans une moindre mesure le ministère de l'Intérieur. Ces 2 étapes, elles permettent de calculer un budget corrigé par ministère, qui apparaît donc en rouge foncé sur le graphique. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ça va avoir un effet qui est d'ampleur très différente selon le ministère concerné. Et donc ça va notamment beaucoup plus affecter l'éducation nationale que les autres ministères, puisque le budget de l'éducation nationale, il passe de 81,3 milliards d'euros à 70,7 milliards d'euros suite à la correction, donc ce qui représente une baisse de 13% de son budget. Comme autres ministères qui sont affectés, mais dans une moindre mesure, on peut noter donc le ministère de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la Justice. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ces dépenses, elles ne disparaissent pas du budget de l'État, elles sont requalifiées dans un poste de dépenses à part, donc en bas du graphique en rouge, comme un transfert direct au régime de retraite qui représente 21,4 milliards d'euros. Donc ce que nous montrons, c'est que cette correction, elle permet de mieux mesurer les moyens qui sont effectivement alloués aux différents ministères, et donc c'est quelque chose qui nous semble important de prendre en compte lors des arbitrages budgétaires entre ces différents ministères. Et ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a du coup certains domaines d'intervention qui sont particulièrement affectés, et c'est le cas de l'éducation. Donc dans la suite du chapitre, nous présentons l'effet de cette correction sur des indicateurs plus globaux de dépenses d'éducation. Donc si on prend par exemple la dépense intérieure d'éducation par élève et par niveau d'enseignement en 2023, et qu'on s'intéresse à titre d'exemple au premier degré, donc c'est les 2 barres en haut du graphique. En 2023, le montant affiché de dépenses intérieures d'éducation, c'est-à-dire les ensembles des dépenses, y compris des acteurs privés, par élève, il est de 8 450 €. Et suite à la correction du CAS pension, le montant il diminue pour s'établir à 7 726 €. Donc on fait le même exercice pour le second degré et l'enseignement supérieur. Et ce que ça montre, c'est que du coup c'est un indicateur qui est biaisé, puisque dans le cas du premier degré, il est surestimé d'environ 9%. Ce qui est problématique puisque du coup il mesure imparfaitement les moyens qui sont effectivement consacrés à l'éducation. Et c'est d'autant plus problématique que c'est des indicateurs qui sont ensuite utilisés dans les comparaisons internationales. Donc ici sur ce graphique, c'est ce même indicateur de dépenses par élève du premier degré par pays de l'OCDE en 2021 qui est représenté. Et donc la France, elle se situe au niveau de la barre bleu foncé, en dessous de la moyenne de l'OCDE qui apparaît en rouge foncé, en prenant en compte l'ensemble des contributions employeurs au CAS pension. Une fois qu'on fait la correction présentée dans ce chapitre, elle vient se situer au niveau de la barre bleu clair, donc elle descend dans le classement et elle va se placer dans le quartile des pays qui dépensent le moins par élève du premier degré. Donc c'est d'autant plus important que ces comparaisons, elles sont ensuite utilisées pour comparer l'efficacité de la dépense publique entre les pays. Et donc ces différentes implications, qui couvrent un champ assez large des mesures des dépenses publiques, elles conduisent à discuter des perspectives d'évolution du cadre comptable du CAS pension et éventuellement des financements du système de retraite.
Donc à court terme, notre recommandation principale, ce serait de revoir les présentations comptables et budgétaires pour présenter les coûts d'une manière plus pertinente. Et du coup, ça passerait d'abord par une modification des documents budgétaires, notamment ceux qui sont annexés au projet de loi de finances, qui consisterait à revoir l'estimation du coût d'un fonctionnaire et donc à modifier les montants des dépenses de personnel qui sont affectées aux différentes missions budgétaires et aux différents ministères. Et également à isoler dans un budget à part l'ensemble des transferts de l'État au régime de retraite. Ensuite, pour les comptes des régimes qui sont présentés dans les documents du corps, ça se traduirait par faire apparaître les transferts de compensation démographique qui correspondent au déséquilibre réel entre les régimes, et donc à rendre explicites les subventions dont bénéficient les régimes avec une démographie favorable. À plus long terme, cette présentation comptable, elle pourrait être complétée par des évolutions plus concrètes des financements du système de retraite et notamment du calcul des transferts de compensation démographique. Merci.